Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de VooZoom. C'est la dernière journée, le suspense est total dans ce championnat d'Angleterre, dans la course au top 4. J'ai le plaisir d'accueillir Christian, représentant de Vision du Jeu, et Jean-François. Bonjour, tout va bien? Ça va, Bonjour Serge? Steve. Alors le programme est absolument fantastique et ça commencera mardi soir avec le match sans doute décisif dans la course au top 4 puisque Chelsea reçoit Leicester. Mais avant de parler de cette rencontre, eh bien on va commencer, Christian, par le bilan de la dernière journée et on voit que la tendance est toujours confirmée et ce sera encore le cas sans doute sur les deux dernières journées. Il y a plus de victoires en déplacement qu'à domicile. 4 victoires supplémentaires en déplacement lors de cette journée. Voilà, on est à 40% de victoires en déplacement. C'est 12 victoires de plus qu'à domicile. C'est vraiment impressionnant cette saison. Et voilà, Salah et Kane ont augmenté leur capital but, mais ils restent en tête tous les deux avec 22 buts. Kane reste en tête des passeurs avec 13 passes décisives. Voilà, on est toujours voilà, on a aussi augmenté le 1-1 et le 0-1, donc voilà, on est toujours dans les mêmes eaux. Et c'est la lutte finale pour le Golden Boot entre Harry Kane et Mo Salah, tous les deux auteurs d'un but le week-end dernier. Il leur reste 2 matchs pour se départager. Ils ont donc tous les deux, chacun inscrit 22 buts cette saison. C'était quand même un week-end extraordinaire, Jean-François. Alors, je sais pas ce que vous avez préféré, la victoire en Cup de Leicester, la première en 137 ans d'existence avec ce but incroyable de Tielemans, la reprise de la tête d'Alisson dans les toutes dernières secondes pour permettre à Liverpool de continuer à croire une place au top 4. On a été gâtés le week-end dernier avec ce football anglais qui reste quand même hors norme. Plein d'exploits et c'était vraiment un beau week-end parce que le football crée des émotions. Ces émotions-là, elles ont été vraiment jusqu'au bout du bout. Le but, Alisson, évidemment, on vit ça combien de fois dans une vie, je vais dire, parce que comme Pour commentateur, lui, c'était la première fois, en tout cas. Pour voilà, Yann. on n'en a pas eu tellement, donc ce sont des événements vraiment exceptionnels. Et puis le but de Tielemans, ça cette petite touche qui fait que ça rapproche un peu. On a presque l'impression que ça nous appartient quand il marque. Et donc voilà. Et puis des matchs au-delà de ça, des matchs serrés, intenses et intéressants. Et puis surtout qui ouvrent des perspectives pour les quelques matchs à venir qui sont très indécises. Alors justement, Tielemans sera évidemment dans la sélection des 26 de Roberto Martinez et on y retrouve 9 joueurs de Première Ligue. C'est quand même un tiers des joueurs. On a perdu sa dernière saison Eden Hazard, Thibaut Courtois, Vincent Kompany ne joue plus en Angleterre, mais il reste quand même le noyau dur des Diables Rouges, reste quand même en Première Ligue. C'est un championnat que le coach national suit beaucoup, particulièrement. Et puis, c'est un championnat extrêmement compétitif. Ça veut dire aussi que quand on joue, par exemple, à Brighton, eh bien, on est dans une équipe qui est compétitive. C'est une des raisons pour lesquelles on peut aller chercher facilement des joueurs dans cette compétition. Donc, voilà, je suppose, enfin, je ne peux pas m'exprimer à la place du sélectionneur, mais certainement, une des raisons, c'est cette compétitivité. Et c'est vrai qu'ailleurs, on a peut-être un peu moins de richesse et le gap entre les équipes de tête et les équipes un peu plus bas est plus important. Donc voilà, même si je sais qu'il y a quand même allez, une centaine de joueurs qui sont scrutés toute l'année, etc., hein, donc ils ne regardent pas que le championnat d'Angleterre. Mais c'est là que je pense que le taux de compétitivité est le plus grand. Effectivement, il y a encore d'ailleurs de la compétitivité pour cette fin de championnat. On connaît le champion, Manchester City, Manchester United est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, sur de terminer dans le top 4. On connaît les 3 descendants, mais il reste encore à déterminer 2 places pour la prochaine Ligue des Champions. Et on va s'intéresser évidemment à cette lutte au sommet en commençant par le match de mardi soir à 21h15. Après la finale de Cup il y a quelques jours, on va dire que c'est la finale du top 4 entre Chelsea et Leicester. On rappelle le classement des deux équipes. Chelsea est 4e avec 64 points, avec une différence de but de 22, de plus 22, et ça c'est important puisque en cas d'égalité, c'est la différence de but qui détermine le classement d'Angleterre. Leicester 3e avec 66 points, donc 2 de plus que Chelsea, et une différence de but de plus 21. Alors, il y a 2 choses qui sont absolument certaines, c'est que si Leicester gagne ce mardi soir, ils sont sûrs d'être dans le top 4. Et si Chelsea gagne ces 2 derniers matchs, ils sont également sûrs d'être dans le top 4. Et on va commencer avec Christian. Thomas Tuchel, on peut dire qu'il avait fait un début parfait avec cette équipe de Chelsea, mais là, il pourrait tout perdre en l'espace de quelques semaines. Il a perdu la Cup,
il pourrait ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et puis il y a cette finale aussi qui est le bouquet final de la saison, cette finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Là, on peut dire que pour le moment, Chelsea est sur la corde raide. Ben, il y a des entraîneurs qui ont des parcours particuliers. Ils font un travail incroyable, c'est reconnu. Et puis, quand on arrive au bout et qu'il faut déterminer quelque chose à la fin, ben, ça cale. Ça a calé avec le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Ça a calé la semaine passée. Ça commence à caler en championnat avec Arsenal, malgré que c'est seulement 0-1. Mais 0-1 en football, ça a une importance incroyable. Ils perdent 0-1 ici. C'est vrai que sur le fait de jeu avec la vidéo assistance à la dernière minute pour un demi millimètre, ils auraient pu revenir au score. Et là, ça cale. Donc, on a vanté l'aspect défensif et la mise en place exceptionnelle défensivement. On a retrouvé un Chelsea un peu plus entreprenant, malgré que l'aspect offensif ne soit pas encore tout à fait au point. Eh bien voilà, là c'est un peu particulier parce que à domicile ça cale, ça fait 15 points sur 30 après la défaite contre Arsenal, c'est 50% des points. Malgré le bilan général global, c'est magnifique, mais ça c'est vraiment trop peu, 50% à domicile, et ils vont recevoir Leicester dans ce match important. Donc ça risque d'être intéressant. Ouais, il y a vraiment deux points essentiels qui ressortent de ces chiffres-là. C'est les performances à domicile, avec quand même maintenant la défaite face à West Brom, la défaite face à Arsenal. Il y avait aussi une défaite en Ligue des Champions, mais qui avait moins d'impact face à Porto. Donc des défaites à domicile plus la défaite en Cup, en finale de Cup, et puis le nombre de buts marqués. Tuchel, c'est 17 matchs de championnat et seulement 22 buts marqués. On a vanté évidemment, Jean-François, les qualités défensives de cette équipe, mais là c'est devant maintenant que ça a l'air de coincé. 2 matchs sans marquer face à Arsenal et puis face à Leicester. C'est plutôt préoccupant. Oui, il y a un vrai point d'interrogation parce que le noyau est tellement riche sur le plan offensif qu'on peut se poser quand même pas mal de questions. Pour l'instant, on a des bonnes prestations individuelles. On peut pas dire que Mount était décevant. On peut pas dire que Pulisic, quand il monte, ne montre pas de belles qualités. Havertz revient un petit peu en forme. On a déjà attiré l'attention sur le cas de Thibaut Werner qui malgré son inefficacité au niveau but, parfois quand même est quand même un joueur important et un joueur clé. Maintenant, peut-être un des soucis, c'est justement la recherche que fait l'entraîneur au niveau du secteur offensif. Il y a pas de vrai neuf qui est aligné pour le moment. Je reviens sur cette question-là. On a Abraham qui se pose pas mal de questions, ou sa femme plutôt, qui se pose pas mal de questions. Il était même pas sur la feuille de match de la finale, alors que si on prend le Chelsea depuis la saison dernière, depuis le début de la saison dernière, c'est le meilleur buteur. On a l'impression que Tuchel s'acharne avec Werner, essaie de le mettre en numéro 9 plutôt maintenant, parfois sur les flancs. Par contre, Giroud ne joue presque pas, ou quelques minutes par-ci par-là, et Abraham ne joue même plus. Et là, il y a un vrai point d'interrogation. Est-ce le bon choix? Ouais, c'est pour ça que je parlais de la femme d'Abraham, qui elle trouve. Pour elle, c'est pas le bon. C'est pas le bon choix. Elle l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un questionnement qu'on peut avoir. Maintenant, selon le profil de la rencontre et le profil vraiment spécifique, par exemple de la finale, je suis pas sûr que le profil d'Abraham était le meilleur profil. Par contre, le profil de Giroud était certainement un profil intéressant pour peut-être venir plus tôt dans la rencontre. Moi, c'est vrai qu'au vu des 2 derniers résultats, 2 fois des courtes défaites comme ça, 0-1, alors je dirais qu'on peut mettre ça sur le compte un tout petit peu, je dirais, de la malchance pour Chelsea, mais pas que ça. À un moment donné, il y a quand même, lorsque cette équipe est confrontée au fait de devoir rattraper un score et de devoir jouer, on va dire, plutôt dans le camp de l'adversaire sur des situations de jeu posées, disons que le manque d'efficacité se fait quand même ressentir. 180 minutes sans marquer un but et pourtant en dominant la plupart du temps, c'est quand même une interrogation qu'on peut légitimement avoir en tout cas. Et puis, je voudrais rajouter un élément. Alors, parce que le football est une somme de détails, et ce qu'on a vu il y a pas longtemps, c'est, enfin, je l'ai lu en tout cas dans les journaux, qu'on parlait déjà de transfert pour la saison prochaine, et notamment de l'arrivée d'un numéro 9 avec une grosse enveloppe pour faire venir un joueur de grande qualité. Eh bien, il suffit de ça, parfois, pour que dans un groupe, les joueurs qui sont présents dans l'effectif commencent à se poser des questions, ou commencent à se désintéresser, ou commencent à faire un peu la tête, ou voilà. Et donc ces petits détails qui font parfois dérailler un tout petit peu la machine. On parle de finale de Cup, on parle de finale de Ligue des Champions, on parle de qualification pour le top 4. Voilà, ce sont quand même des échéances importantes pour tous les joueurs, pour tout un groupe. Évidemment, mais celui qui joue, il doit assumer parce qu'il sait qu'il y a une énorme pression sur ses épaules. Tout le monde va regarder. Et celui qui ne joue pas,
vous n'allez pas me faire croire qu'il ne fait pas un petit peu la tête, que ce soit Giroud, aussi sympathique soit-il. Le gars, il est champion du monde. Il est dans une équipe où il a quasiment plus de temps de jeu, alors qu'il est pas aveugle. Il est comme vous, comme moi, et donc il voit bien qu'il y a un souci actuellement dans la finition. Il pourrait être un élément important dans ce secteur-là. Donc lui doit se poser des questions, comme Abraham s'en pose. Et puis autour, il faut faire des choix. Alors du coup. Je regardais même Hakim Ziyech est un joueur qui doit normalement être plus efficace que ce qu'il n'est pour l'instant, ou en tout cas ce qu'il a apporté dans les matchs et notamment dans la finale. Donc voilà, c'est autant d'éléments, mais le football, c'est tellement de petits détails, de petites choses. Il y a un petit grain de sable qui est arrivé quelque part qui fait enrayer la machine. Maintenant, demain, c'est une revanche. Enfin, ce soir, pardon, c'est une revanche. Et cette revanche-là, voilà, il faut l'aborder en disant, il y a qu'une chose qui a manqué, c'est de l'efficacité dans le rectangle adverse. En tout cas pour Chelsea. Alors, question, que nous disent les chiffres des buts marqués par Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel? Depuis son arrivée, comme vous l'avez dit, Serge, on est à 22 buts. Donc 15 de plein jeu. Alors on avait expliqué précédemment que ça passait essentiellement par le flanc gauche et donc on trouvait c'était un peu la seule récurrence qu'il y avait depuis qu'il était arrivé offensivement. Puis ça a un peu changé puisqu'il a mis Kai Havertz, ils sont passés par l'axe. Et puis maintenant, dans la victoire à Manchester City, ça s'est passé par le flanc droit. Donc ça se rééquilibre. Mais dans le temps, on voit quand même qu'il y a une difficulté de retrouver un modèle bien spécifique offensivement. Alors je comprends que sur 16, 17 matchs, si on décide de mettre en place défensivement un groupe, et il l'a fait de manière excellente, je comprends que c'est difficile de à la fois travailler là-dessus et puis travailler sur l'aspect offensif. Mais Chelsea est une équipe du top et qui veut jouer la Ligue des Champions. Donc il faut avoir quelque chose, une récurrence dans le travail offensif, et là pour le moment il n'y a pas, et quand ça cale, oui, on n'encaisse pas beaucoup, mais on encaisse un but et c'est assez pour perdre. Et donc, comme on le voit ici sur cette liste, il y a énormément de buteurs, mais on ne sait pas, une fois c'est Kai Havertz qui vient dans un match, il en marque 2, puis il y avait Mason Mount qui était bon au début mais qui est un peu moins bon maintenant, il y a Giroud qui en a marqué que 1, il y a Ziyech, comme Jean-François disait, qui devrait avoir un impact plus important, mais il n'a qu'un but, Timo Werner qui a participé aux assists est important dans le jeu, mais il ne marque qu'un but aussi. Donc, c'est important quand même d'avoir une certaine stabilité offensive parce que les joueurs doivent pouvoir avoir des points de repère. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé justement pendant ce match contre Leicester en finale de la Coupe. Et j'avais vu déjà ça précédemment. On voit quand même que les joueurs sur le terrain, quand il y a une action qui se passe, notamment sur l'action où Werner touche la balle de la tête et vole le ballon à Spilicueta pour la mettre au fond sur un centre, on voit que derrière il n'y a pas un encouragement, il n'y a pas désolé de l'avoir touché ou quoi que ce soit. On voit vraiment des types qui viennent au boulot et qui font leur boulot, qui défendent leur job, qui défendent leur place et puis qui continuent et qui passent à une autre action. Et il y a un peu, je trouve qu'il y a un manque de, il y a un manque de sensibilité entre les joueurs dans l'équipe, mais c'est pas qu'à Chelsea, hein. On voit ça dans d'autres équipes, mais on sent qu'en Angleterre, l'importance de jouer, l'importance de prendre une place, l'importance de faire le travail, c'est quelque chose qui est devenu très robotique parce que les places sont chères. Et ce serait bien d'avoir un peu de chaleur comme ça collectif pour pouvoir résoudre des problèmes. Ouais, je retiendrai cette formule. Chelsea a besoin de trouver de la récurrence offensive et Thomas Tuchel a peu de temps pour la trouver parce qu'il y aura ce match de mardi, il y aura le dernier match de la saison le week-end prochain et puis la finale de Ligue des Champions. Alors Leicester, on doit faire le parallèle entre ce qui se passe cette saison et la saison dernière, puisque la saison dernière, Leicester était dans le top 4 pendant quasiment toute la saison avant de chuter sur les 2 derniers matchs. C'était face à Tottenham et face à Manchester United. Déjà 2 gros matchs pour terminer la saison. C'est un programme aussi dur cette fois-ci avec Chelsea en déplacement ce soir et puis Tottenham à domicile dimanche prochain. Mais j'ai quand même l'impression, Jean-François, que l'atmosphère est différente parce que Leicester a évidemment gagné cette cup et qu'il n'y a plus de pression pour les 2 derniers matchs. Non, il n'y a plus de pression, mais attention à la décompression parce que c'est aussi un phénomène. Ils viennent de remporter quelque chose, ils ont un ticket donc pour l'Europe en poche. Et donc, du coup,
je pense que le match de ce soir est un match extrêmement compliqué à aborder pour eux. Alors, on sait qu'évidemment, dans les clés du match, je parlais de l'efficacité, il y a les prestations individuelles qui ont été réussies, notamment en finale de Cup. Le but de Tielemans, voilà, c'est un exploit individuel à un moment donné, même s'il résulte d'une série de petites erreurs ou de petits faits de match, mais il fallait quand même la mettre en pleine lucarne. Et puis, parallèlement à ça, on a Schmeichel qui sort 2 ballons exceptionnels, on a une décision arbitrale. Donc, ça veut dire que les faits de match ont été en faveur de cette équipe de Leicester. Donc, voilà. Et puis, l'intensité que va mettre Chelsea dans cette partie va être vraiment quelque chose de capital à mon sens aussi. Le rapport entre le jeu posé d'un côté, le jeu rapide de l'autre, et je peux pas dissocier les deux équipes dans ce cas-ci, parce que à un moment donné, je pense que le problème de Chelsea, pour revenir toute petite seconde là-dessus, mais le problème de Chelsea, c'est justement que face à cet adversaire-là, ils sont dans la position de celui qui doit poser le jeu et qui doit donc faire le jeu. Or, Christian parlait il y a un instant de la mise en place défensive, une mise en place défensive qui, entre parenthèses, est plus facile à faire qu'une mise en place offensive. La mise en place défensive a besoin pour ça qu'un adversaire prenne le match en main, ce qui n'est pas le cas de Leicester, et certainement pas Leicester quand il mène. Et donc, la rencontre de ce soir, c'est un peu ça la particularité. Est-ce que il y aura la même réussite aussi du côté de Leicester? Ça n'enlève rien à la qualité de cette équipe et la volonté et l'abnégation des joueurs, etc. Malgré tout, il y a eu ce paramètre-là qui est rentré en ligne de compte. Donc, je dirais que Leicester ce soir, c'est vraiment la décompression qui est son adversaire. C'est vraiment les circonstances de jeu qui ne doivent pas leur être défavorable parce que c'est comme ça. On a déjà vu assez souvent dans vos zooms à quel point les circonstances de jeu influent sur les 90 minutes et de nombreuses fois c'est souvent la clé aussi d'un match ou d'une rencontre. Mais pour Leicester, ils doivent aller en pleine confiance, un petit peu dans le modèle dans lequel ils sont les plus efficaces, c'est-à-dire bien organisé et prêt à surgir à la moindre opportunité. Il y a aussi la confiance des 2 victoires face à Chelsea cette saison, puisqu'au match aller du côté du King Power, c'était 2-0. C'était la défaite de trop, on va dire, pour Frank Lampard qui avait été viré quelques jours plus tard, plus la victoire en finale de Cup. Ça fait 2 matchs sans encaisser face à Chelsea, donc c'est quand même un avantage psychologique. Et puis Christian, cette équipe de Leicester est ultra performante en déplacement cette saison. Mais juste avant de vous montrer l'infographie, je voudrais juste quand même ajouter que Leicester, comme disait Jean-François, a quand même bénéficié de circonstances favorables cette saison. Je l'ai répété la semaine passée, ils ont quand même affronté Manchester City au moment où Manchester City était au plus mal. Ils ont été gagnés à Manchester United alors qu'ils jouaient avec une équipe B. Ils ont joué Chelsea dans le dernier match de Lampard et maintenant ils ont quand même eu des circonstances en finale de coupe. Donc il y a des années où ça fonctionne mieux que d'autres, mais il y a quelque chose qu'il faut laisser dans l'approche des matchs et des modèles en déplacement. C'est que voilà, c'est une des meilleures équipes en déplacement. Ils ont pris 38 sur 54, c'est 70% des points. Quand on prend 70% des points en déplacement, on mérite, je dis bien on mérite dans sa globalité, une place en Ligue des Champions en Première Ligue. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, comme l'explique Jean-François, on a le sentiment que c'est une équipe qui marque beaucoup sur des reconversions rapides, sur des comme il disait, surgir de l'arrière quand on est en bonne défense. Oui, il l'a fait contre les équipes du top quand il a été gagné 0-1 à Arsenal par exemple. Il a pendant 70 minutes, il a défendu très bas. Ils ont fait monter 2 joueurs à 20 minutes dont Vardy et ce sont des joueurs qui ont été impliqués dans le but. Mais surtout, il parvient en déplacement dans les équipes qui sont plus faibles qu'eux à s'imposer dans le camp de l'adversaire, puisqu'en fait, ils ont marqué 18 buts sur du jeu dominant, 13 sur placé, 5 sur rapide, et ils se sont imposés dans le rectangle puisqu'ils ont réussi à provoquer 7 pénaltys, et tout ça en ne marquant que 2 buts sur phase arrêtée sans pénalty. Donc c'est vraiment une équipe qui a la possibilité de s'imposer contre des équipes qui sont moins fortes qu'elle dans les 40 derniers mètres, et contre les équipes du top, de faire le dos rond et de profiter des 5 buts qui ont été marqués sur reconversion rapide et qui leur a permis de leur donner beaucoup de points, comme notamment la dernière partie du match contre Liverpool, la deuxième mi-temps contre Manchester City et contre Manchester United aussi et Arsenal. Donc d'un côté, une équipe bien équilibrée qui s'impose contre les moins fortes,
Et de l'autre côté, une équipe qui sait faire le dos rond et surprendre les plus forts. En déplacement, je parle en déplacement parce que les performances à domicile sont moins probantes. Bon, on a beaucoup parlé de Thomas Tuchel ces dernières semaines. Il faut quand même aussi signaler que Brendan Rodgers fait maintenant une deuxième saison exceptionnelle. Même s'ils sont pas dans le top 4 la saison dernière, c'était une très bonne saison déjà pour Leicester. Là, il y a la Cup. Et il va tenter en tout cas de qualifier cette équipe. Donc voilà, on peut pas dire que Leicester soit un club moyen. Ils ont quand même été champions il y a 5 ans. Ils ont beaucoup dépensé. Ils sont capables d'acheter des joueurs pour des bonnes sommes. Mais le travail de Brendan Rodgers est remarquable, Jean-François. Oui, vraiment remarquable. Mais je voudrais attirer l'attention sur deux choses. L'état d'esprit. Et pour ça, je trouve qu'on a une preuve. C'est ce qui s'est passé après la finale de la Cup, au moment où ils vont chercher le fils de l'ancien président, parce que ça dénote quand même de l'état d'esprit de certains joueurs et de la générosité dont ils font part aussi. Et la générosité peut à un moment donné, dans le travail collectif, dans l'abnégation, etc., être une valeur qui est quand même essentielle. Et puis malgré tout, Rodgers dans son audace, parce que si on regarde le match de Cup, alors on dit qu'il jouait contre le plus fort et qu'il a cette capacité de défendre bas. Oui, dans les moments chauds de la rencontre, dans le dernier quart d'heure, ils ont défendu très bas. Mais sinon, dans l'approche générale du match, ils sont quand même allés chercher souvent Chelsea assez haut dans le pressing. Et ça, il faut aussi l'apprécier. C'est-à-dire, c'est pas simplement voilà, je mets une ligne très très défensive. J'essaye de fermer à double tour et puis advienne que pourra. Non, non. J'ai aussi l'intention d'avoir un plan de jeu, et dans ce cas-ci, c'était d'aller chercher assez haut. Et puis lors de la blessure d'Evans aussi, le changement, c'est pas anodin non plus de se dire ok, j'abandonne la défense à 3, je passe à une défense à 4 alors que je suis dans une finale de Cup. Donc voilà, pas mal d'éléments où un entraîneur montre sa personnalité, le fait de ne pas douter, le fait que les joueurs se disent ah ben tiens, il y a quand même une ambition aujourd'hui d'aller chercher l'adversaire, et puis l'état d'esprit général. Voilà, plein de petits éléments qui vont ensemble. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher le ticket? Encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais il y a un gros adversaire, c'est la décompression, parce que malgré tout, ce sera un match qui ne sera pas le même que celui de la finale. Bon, il y a quand même des stars dans cette équipe. Jamie Vardy, on peut mettre Schmeichel, voire Maddison. Et puis, il y a la valeur sûre, Christian, avec Youri Tielemans, qui a marqué ce but de légende. C'est un des plus beaux buts sans doute de l'histoire de cette Cup. En tout cas, qui permet à Leicester de remporter le trophée. Et puis, cette particularité quand même de Youri Tielemans, qui est capable de marquer des buts sur des tirs hors rectangle. Et ça, sans coup franc direct, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, on avait évoqué dans un Vous Zoom pendant la pandémie que, en faisant le schéma et le parcours de Youri Tielemans, que lorsqu'il est passé d'Anderlecht vers les clubs du top, c'est-à-dire Monaco et Leicester, il y avait une grosse force qui manquait dans son jeu, c'était de marquer des tirs avec des buts sur des tirs en rectangle. Il en avait marqué 12, toutes compétitions confondues avec Anderlecht, c'était vraiment une de ses forces. Et lorsqu'il est passé à Monaco, il a marqué une fois contre Toulouse et puis plus rien. Et puis cette saison, ben voilà, il a repris le chemin des tirs à distance, et il en a déjà marqué 4 avec Leicester, il en avait marqué 2 avec la Belgique, dont un notamment contre l'Angleterre en Nation League. Voilà, c'est quelqu'un qui marque 19 buts dans sa carrière hors rectangle. Ça dénote une force exceptionnelle, et donc il faut créer des conditions pour qu'à un certain moment, il puisse utiliser cette force et rapporter des points ou des trophées importants pour son équipe. Alors Youri a toujours été considéré comme un gamin entre guillemets surdoué. Jean-François, vous le connaissez bien, vous l'avez notamment dirigé dans l'équipe nationale l'Espoir. On peut dire que là, il est arrivé à maturité. Je pense qu'il est à maturité. Je pense qu'il a encore certainement une marge de progression assez importante. Il faudra voir quels seront ses choix personnels. Mais pour le reste, dans cette équipe, ce qui lui fait surtout du bien, c'est que sa personnalité a besoin d'être accompagnée de confiance, comme la plupart des joueurs. Mais la confiance vient aussi de ce que l'entraîneur vous confie comme responsabilité. Or, c'est clair que vu son temps de jeu et vu la place qu'il prend dans l'entrejeu de Leicester, eh bien aujourd'hui c'est le moteur de cette équipe, avec une palette technique assez large, et dans sa palette il y a ses frappes de loin. Vous vous souvenez encore quand il joue ce match au Sporting d'Anderlecht, avec le Sporting d'Anderlecht à Bruges, où il marque une frappe pied droit et puis une frappe pied gauche dans la foulée dans le même match. Eh bien il est capable de ça, et cette prise de responsabilité là vient aussi avec la confiance qui vous accompagne quand vous êtes dans une équipe, et donc
voilà, alors aujourd'hui, c'est un joueur qui est très complet dans un entrejeu. Il sait faire à peu près tout. Et ça, c'est vraiment un plus. Et il est papa aujourd'hui. Il est encore très jeune, hein, mais il est papa. Il est au sein d'une équipe où il se plaît, où je pense qu'il y a une excellente mentalité. Et tout ça participe à son bonheur et au fait qu'il se sent bien. Et donc voilà, un joueur qui se sent bien peut se laisser aller, voilà, à ce qu'il sait faire. Et dans ce cas-ci, cette frappe, même si quand on met une frappe, il y a toujours cette possibilité qu'elle passe au-dessus, juste à côté, et donc il y a toujours un peu de réussite. Bon, Youri Tielemans à suivre, avec évidemment Castagne et éventuellement Prat, hein, même s'il a plus de chances de débuter sur le banc. Et puis une anecdote quand même, Iheanacho, qui est le buteur de fin de saison, hein, puisqu'il a marqué déjà 11 buts depuis le début février. Vardy marque moins, mais Iheanacho marque beaucoup pour le moment. Alors l'anecdote, c'est qu'il a marqué lors de tous les jours de la semaine en Première Ligue cette saison, avec un championnat un petit peu spécial, des matchs décalés. Donc il a marqué tous les jours, sauf le mardi. Donc s'il marque aujourd'hui, ce serait le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à avoir marqué lors de chaque jour, du lundi au dimanche, lors de chaque jour de la semaine en Première Ligue. Donc ce sera aussi une des choses à suivre ce soir dans ce match. Je rappelle que si Leicester s'impose à Chelsea, ils seront sûrs et certains de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, de donc terminer dans le top 4. On va terminer ce Zoom avec Liverpool, puisque c'est quand même l'autre candidat potentiel au top 4, et Liverpool pourrait profiter du match Chelsea-Leicester, puisqu'il y a quand même un des deux, voire les deux, qui vont perdre des points pour passer devant. Liverpool, pour le moment, est juste derrière avec, de mémoire, c'est 62 points, donc 2 points de moins que Chelsea, 3 points de moins que Leicester, et il se déplace mercredi soir à Burnley. Alors on a tous vu évidemment le but d'Alisson dans les dernières secondes, but de la victoire à West Brom, mais Christian, on constate, et on a constaté dans ce match-là, que Liverpool, face aux équipes les plus mal classées de Première Ligue, Liverpool a souvent des difficultés. Là, ils prennent 3 points, mais cette saison, ça a été un gros problème pour les Reds. Vous vous souvenez, jeudi passé, Serge, dans l'émission, on avait dit, en espérant que Liverpool puisse trouver une solution contre une équipe qui est mal classée et s'en sortir, et on a dit oui, ça va aller. Ben non, ça a été très très difficile jusqu'à la fin. Et donc ça confirme, voilà, l'infographie avec le bilan contre le bottom 6. Voilà, c'est 14 points pris sur 33 possibles, donc sur 11 matchs. C'est 42% des points. Ça, c'est par exemple par rapport à la performance en déplacement de Leicester qui mérite amplement sa place en Ligue des Champions, enfin en qualification de Ligue des Champions. Ici, ça c'est pas digne d'un top 4. Ça c'est impossible avec ce genre de performance d'avoir une saison tranquille. Il y a seulement 3 victoires sur 11 matchs. Alors si on observe sur la partie droite de l'infographie, c'est 19 points perdus sur 33. C'est seulement 10 buts marqués en 11 matchs. C'est pratiquement impossible comme chiffre à croire. C'est 9 buts encaissés, c'est 2 clean sheets et c'est 4 matchs sans marquer. Ce sont des performances qui ne sont absolument pas dignes d'une équipe de Liverpool, surtout pas d'un champion sortant. Alors, Jean-François, Liverpool, il reste 2 matchs, c'est en déplacement à Burnley, à domicile face à Crystal Palace. S'il gagne ces 2 matchs, on va dire qu'il y a 99% de chances qu'il termine dans le top 4 grâce à la différence de but. Mais mercredi soir à 21h15, c'est un déplacement à Burnley. Burnley qui n'a plus rien à jouer, mais qui vient de prendre une claque à domicile, un 0-4 face à Leeds. Et on connaît Sean Dyche, il va un peu resserrer les boulons. Donc ça risque d'être un match compliqué quand même pour Liverpool. Mais c'est en rapport avec ce que Christian vient de dire. Les 2 matchs à venir sont compliqués parce que Crystal Palace après, ce sera pas plus simple. Il y a des joueurs qui sont un joueur qui joue de façon décontractée, on va dire, peut être un danger permanent et c'est ce qui va évidemment poser problème à Liverpool. Je sais pas, ils ont la chance, ils ont vraiment cette chance, cette opportunité de d'abord d'observer le match de ce soir tranquillement et de faire le point demain matin. Donc ça c'est la première chose et puis de voir ce qu'il faudra faire. Est-ce que cette équipe sera capable de finir le boulot? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Autant cette saison, on a été surpris par certains résultats, certaines défaites à domicile, et puis ce que Christian vient de dire maintenant est éloquent sur le fait que cette équipe a quand même un gros souci face à des équipes qui sont en principe moins fortes. Donc ça, c'est vraiment, ça rend aussi cette question du ticket de Ligue des Champions très indécise, puisque
c'est pas seulement Liverpool, c'est pas seulement Chelsea. Enfin voilà, chacun est dans une situation un petit peu complexe, mais on y verra évidemment plus clair après la rencontre de ce soir. Et pour terminer l'émission, il y a quand même un élément qui risque de changer la donne et on pouvait pas ne pas en parler. Et c'est pas dans les chiffres de Christian, c'est le retour du public. Il y aura 10 000 spectateurs maximum selon les stades, selon la capacité. Bon, Chelsea face à Leicester, il y aura un peu de public. Liverpool, lors du dernier match face à Crystal Palace, il y aura un petit peu de public à Anfield. Donc ça risque quand même d'un petit peu changer la donne. Ça risque d'abord pour nous, hein, c'est qui commentons les rencontres, ça change quand même la donne aussi. Non, c'est agréable. Je pense que ce sera un adjuvant très important pour Liverpool, notamment lorsqu'ils vont jouer leur dernier match à Anfield, je pense, contre Crystal Palace. Donc déjà pour eux, ce sera important. On verra aussi. Et pour Leicester aussi face à Tottenham, c'est dimanche. Alors pour Leicester aussi face à Tottenham, mais le problème de Leicester, c'est qu'à domicile cette saison, c'est aussi un peu la panade. Hein. Mais il n'y avait pas de public, là il y en aura. Et moi je suis sûr que ça va changer les choses. Ça va changer, mais ça ne changera pas les paramètres dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Il n'y a rien à faire, public ou pas public. Il faudra être très consistant dans le jeu et ça vaut pour les 3 équipes dont on vient de parler. On verra avec Christian, hein, on a vu qu'il y a plus de victoires en déplacement qu'à domicile depuis le début de la saison. On verra sur les 2 dernières journées si le retour du public dans les stades avec un maximum, on le répète, de 10 000 spectateurs va changer la donne. Bon, on vous souhaite évidemment un excellent match ce mardi soir. Soyez tous devant vous Sport World. Chelsea face à Leicester, c'est la finale pour le top 4 en cette fin de saison, même s'il y aura encore une dernière journée dimanche. Merci Christian, merci Jean-François, on vous souhaite une excellente soirée devant la Première Ligue, mardi, mercredi, 4 rencontres mardi, 6 rencontres le mercredi, et puis la dernière journée ce dimanche. On vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt, bye bye.